Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Parmi les thématiques qui me tiennent à cœur, il y a celle de la paternité. Nous avons déjà pu l'aborder avec Sébastien Carlier dans la première saison en invitant les pères à prendre leur place. Nous continuons d'explorer le sujet, cette fois-ci avec Cédric Rochstein, auteur du podcast Papatriarcat, et également du livre Tu vas être papa. Cédric a cette intention de s'adresser au plus grand nombre et d'autoriser les pères à ouvrir des chemins de réflexion pour trouver leur paternité. Dans cet épisode, il nous apporte son expertise ainsi que son expérience d'homme et de père et nous échangeons sur le projet parental, l'implication et l'engagement, l'attachement et l'autonomie, les codes et les injonctions reçues, ou encore l'éducation non genrée. Bonne écoute. Salut Cédric. Salut Loïc. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. J'ai un petit rituel dans mon podcast, c'est de demander à mon invité comment il va, quelle est sa météo du moment. Alors ma météo du moment, elle est très liée à la météo tout court, puisque je suis sensible aux allergies et que cette espèce d'été indien de changement climatique à 30 degrés au mois d'octobre, ça réveille aussi les pollens et donc je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la gorge un peu qui est très sèche, très serrée et donc voilà, donc ça va, mais j'aimerais bien avoir moins mal à la gorge, tu vois. J'entends. Merci pour ce partage. On est là pour parler de ton podcast, de ton livre, de qui tu es, de paternité. Je vais t'interroger de ce que je suis et de ce non-papa que je suis encore, ou ce futur papa, qui sait, on verra. Et pour commencer, j'avais envie de savoir comment était né Papatriarcat, comment elle s'est faite cette paternité. Alors Papatriarcat, si tu veux, ça va faire cliché ce que je veux dire, mais à la base c'est une idée de ma compagne. Voilà, c'est une idée de ma compagne qui écoute énormément de podcasts. Et on est en 2019 à ce moment-là, et on sait que je vais quitter mon emploi début 2020 pour être près de ma femme et de ma fille. Et en fait à ce moment-là, on est sur ma fille qui a bientôt 1 an et demi. Et en fait, si tu veux, on a plein de sujets sur lesquels on a avancé, comme l'allaitement, le cotodo, la diversification alimentaire, la non-violence éducative, etc. Et en fait, je me retrouve à être très 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 documenté et à argumenter, que ce soit avec les amis, la famille, les collègues, etc. Et du coup, ma compagne me dit, chérie, il faut que t'en parles, quoi, parce qu'elle écoute beaucoup de podcasts, y compris sur la parentalité. Elle écoute que des femmes qui en parlent déjà, premier point. Et en plus, elle trouve que la façon que j'ai d'en parler est vraiment intéressante. Sachant que j'utilise, quand j'en parle avec mes collègues, bien entendu, j'utilise des techniques de management que j'ai appris dans mon parcours professionnel. Et voilà, du coup, l'idée vient là. Alors, je te cache pas que je travaillais à la Fnac de Poitiers à ce moment-là. On est fin 2019. À la Fnac, si tu veux, on est novembre-décembre. Il y a autre chose à faire que de penser à faire un podcast dans un mois, tu vois, en termes d'activité. Donc, je dis ouais, c'est bien, et on verra. Et du coup, 4 janvier 2020, je cesse mon activité à la Fnac, et au bout de 2-3 semaines, je me dis tiens, pourquoi pas. J'achète un petit micro à 20 balles sur le Bon Coin où il y a même pas le câble USB. Je regarde des tutos YouTube pour savoir monter sur Audacity. Je fais les sujets que j'ai envie de traiter. J'ai des idées dans ma tête et je me dis bon allez, on y va, et je commence à enregistrer des épisodes qui sont d'abord des épisodes que j'enregistre seul. Voilà, pour parler de sujets tels que les violences éducatives ordinaires, que j'appelle maintenant violences non éducatives ordinaires. Amener quelques concepts, si tu veux,
sur comment est-ce qu'on peut mettre des étiquettes à nos enfants, même des étiquettes très positives et comment est-ce que ça peut venir biaiser nos fonctionnements. Voilà, j'essaye d'amener ces choses-là qui viennent pour moi du monde de l'entreprise sportif et associatif et que j'utilise dans ma parentalité. Et je me dis tiens, on va faire ça. Et puis chemin faisant et confinement arrivant, il va y avoir des invités qui vont se greffer là-dessus et qui se retrouvent comme moi avec pas grand-chose à faire pendant le confinement. Et voilà, et donc on va lancer ça et puis finalement ça va rester. Et voilà comment est né Papatriarcat, quoi. Sachant que l'idée de base quand même, c'était de venir parler de parentalité avec cet angle vraiment essayer d'amener les gens à réfléchir, non pas avec un aspect, enfin en tout cas qui ne se veut pas moralisateur bien entendu, mais juste à réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on pense sur la parentalité et quels sont les systèmes qui sont en œuvre, que ce soit les systèmes sexistes, parfois racistes, parfois genristes, parfois adultistes, quoi. Où il en est ce podcast aujourd'hui? Comment tu le vois? Comment tu le fais évoluer? Alors ce podcast aujourd'hui, il en est pas encore là où je voulais finir de l'année, puisque je savais d'où je partais, je savais où je voulais aller, j'ai pas encore atteint l'endroit où je voulais aller. Surtout, il y a des choses qui se sont greffées avec l'expérience, avec la pratique, tout simplement. Il y a le fait qu'il me semble vraiment essentiel de greffer différents formats, de mélanger les expériences, que ce soit celles d'experts et d'expertes, mais aussi de parents, en essayant de jamais être dans le jugement, y compris des parents qui font pas forcément les mêmes choix éducatifs que moi. Et ça me semble vraiment important parce que ce que je trouve d'intéressant, au-delà des sujets évoqués, parce que bon, les podcasts d'experts et d'experts, si tu veux, c'est intéressant. Mais c'est vrai que parfois, surtout qu'on a affaire à des scientifiques, si tu veux, ils sont pas là, eux, ils pensent pas qu'il y a des parents qui écoutent. Et ça peut être très péremptoire, tu vois, comme approche très... Il y a besoin peut-être de vulgariser. Oui, il y a un besoin de vulgariser, mais c'est vrai qu'après, tu peux te retrouver avec des phrases qui peuvent être très culpabilisantes. Donc déjà, une partie de mon job, c'est de ramener ça à un niveau de parent, à un niveau d'expérience de la parentalité. Mais aussi parce qu'en fait, ça suffit pas, parce que des conseils d'experts, aujourd'hui, t'en as partout. Et le sujet, c'est pas qu'est-ce qu'on fait avec les conseils d'experts. Le sujet, c'est comment je fais, moi, au quotidien, avec mon enfant, pour respecter ses droits, pour l'accompagner dans une parentalité qui se veut respectueuse de ses droits et de ses envies, tout en respectant les miens de droit et mes aspirations à moi, et surtout avec mes ressources émotionnelles à moi, émotionnelles et matérielles, bien souvent. Donc les enjeux, ils sont là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser. Aujourd'hui, tu vois, là, quand je fais le point à l'instant T, il y a différents sujets, je pense qu'il faut aller creuser. Donc il y en a que je vais amener. Il y a des sujets qui viennent de l'international. Au moment où on enregistre, mon épisode avec Peter Gray n'est pas encore sorti, mais on a fait Alan Kasdan, qui est aux États-Unis, Jordan Shapiro aussi, qui est aux États-Unis, qui a écrit le livre Comment devenir un papa féministe. On a ces gens-là qui permettent de sortir de France. On a bien entendu des experts français, mais on a vraiment aussi, si tu veux, certains sujets, comme là, je pense au harcèlement scolaire, au TDAH, où en effet, il faut faire intervenir de l'expertise et vraiment réussir à sortir des épisodes avec de l'expertise, ensuite du vécu de parents, voire du vécu de patient, parce qu'on peut être parent, tu vois, je prends l'exemple du TDAH, on peut être parent TDAH avec un enfant TDAH, avec différents niveaux de TDAH, on peut être nous TDAH parents et pas l'enfant, enfin voilà, toutes les configurations existent. Et il y a un autre point là sur lequel je veux travailler vraiment là à partir de cette saison 5, c'est aussi sortir de certaines catégories socio-professionnelles, quoi. Parce que il y a quelque chose qui me marque beaucoup, c'est que le ton est donné par les CSP+ et CSP++, soyons francs là-dessus, et voire même les CSP+ et CSP++ parisiennes. Et il se passe beaucoup de choses dans les autres catégories socio-professionnelles qui représentent la majorité des parents, et surtout il se passe beaucoup de choses en dehors de Paris. Et je pense que ça, il faut vraiment faut vraiment sortir de là, si tu veux. Et je trouve ça un peu dommage parce que l'actualité est parasitée par cette
vision très parisiano-centrée, si tu veux. Tu vois, là, par exemple, au moment où on enregistre, on parle beaucoup des punaises de lit. Écoute, moi, je suis à Bordeaux, les punaises de lit, on en a rien à foutre. Non, mais tu vois, clairement. Par contre, il y a plein d'autres problèmes qui concernent la parentalité et d'autres sujets dont on ne parle pas dans les médias. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Donc, on a ça. Donc, voilà, l'idée, ça va être aussi de se décentrer de ça. Juste CSP, c'est quoi pour... Pardon, catégorie socio-professionnelle. Okay. Voilà, c'est concrètement aujourd'hui, je pense qu'il faut être très honnête là-dessus. Même quand on a milité avec d'autres papas pour le congé paternité en 2020, on nous a lancé le pic justifié que on était 10 papas blancs CSP+. Alors, en l'occurrence, sur le CSP+, c'était pas vrai. On nous a aussi dit hétérosexuels, bien entendu. Alors, on n'était pas tous hétérosexuels, mais en fait, on n'avait pas envie de mettre ça en avant. Par contre, en effet, on était tous blancs. Ok, ça c'est vrai. Et par contre, c'est vrai qu'il y avait en effet une certaine visibilité CSP+. Moi, je venais de quitter mon emploi quand même de cadre chez la Fnac. Et en effet, derrière, on a des gens qui ont des moyens financiers que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire que moi, j'entends, si tu veux, tu vois, quand on parle du congé parental ou autre, moi, j'ai pu prendre un congé parental de 2 mois qui m'a coûté cher, puisqu'en fait, t'as pas de salaire, donc il m'a coûté très cher, mais j'ai pu le faire. Tu vois, j'en parlais avec mon voisin qui est dans le bâtiment, qui est lui ouvrier maçon. Lui, il peut pas, en fait. Il peut pas. Il peut pas. Et en plus, il est dans une TPE-PME, 3-4 salariés. Déjà, rien que prendre son congé paternité, ça a été une vraie bataille. Donc voilà. Et ça, en fait, je pense que ces réalités-là, elles échappent aujourd'hui à plein de gens qu'on entend dans les médias, et dans les mouvements féministes aussi, puisque je participais à un festival féministe à Reims, un chouette festival, mais où la personne me disait il suffit que les hommes fassent ça. En fait, il suffit pas que. Mais c'est vrai que là, dans le cas de ce festival, on était sur un festival féministe plutôt blanc bourgeois, où les hommes, en effet, étaient tous médecins, avocats, voilà. Et donc, les femmes qui s'exprimaient, elles parlaient avec ce vécu-là, avec le vécu du fait que l'homme fait le choix d'eux. Mais il y a plein d'hommes qui subissent plein de choix de société, et c'est pour ça qu'il faut militer pour le congé paternité. Et ça, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un vrai sujet. Justement parce qu'en fait, il faut sortir de ces raisonnements, voilà, de gens aisés. Faut le dire. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Et justement, je pense que ce qui est un privilège pour certains devrait devenir une liberté pour tous et toutes. Donc voilà un petit peu l'orientation, si tu veux, où on va sortir. Je vais essayer de sortir un petit peu de ces visions, pas que, parce que tous les papas et tous les parents, je pense, ont des choses à dire. Mais voilà, ce que je veux, c'est aussi ramener quelque chose qui est plus proche de moi, mes origines, puisque moi, mes origines sont clairement très modestes. Je suis revenu sur une rémunération très modeste. Et je pense qu'il faut, voilà, moi j'ai envie de sortir de ça, parce qu'en fait, moi, les papas que j'entends parler des histoires de COMEX, donc de comités exécutifs dans les grands groupes, etc., c'est pas les papas que je croise dans mon village à côté de Bordeaux, tu vois. C'est pas eux que je croise. Et les papas que je croise dans mon petit village à côté de Bordeaux, aujourd'hui, il y a pas grand monde qui s'adresse à eux, tu vois. La réalité, elle est là. Et donc, je pense qu'il faut revenir à ça. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour interpeller et pour donner envie à des parents et des pères, bien entendu, qui n'ont pas le temps, même l'espace mental, parce que surchargés par le quotidien, de penser ces sujets, de réussir à en trouver un peu. Voilà, c'est un petit peu un défi que je me lance aussi. Très intéressant. Il y aurait plein de choses, je pense, de quoi partir là-dessus. De ce podcast est né ton bouquin, Tu vas être papa. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait facilement, naturellement? Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que à côté du podcast, il y a un compte Instagram qui s'appelle Papatriarcat, comme le podcast, et qui rencontre un certain succès que je n'avais absolument pas anticipé du tout. Pour tout te dire, quand j'ai lancé le podcast, je me rappelle avoir dit à ma compagne, parce que moi j'avais d'autres projets à ce moment-là, je me rappelle avoir dit à ma compagne, tu sais chérie, si au bout d'un an j'ai 1000 écoutes sur le podcast et 5000 abonnés, ou 500 abonnés même je crois sur Instagram, ça sera énorme. Au bout d'un an, j'avais près de 300 000 écoutes sur le podcast et 20 000 abonnés sur Instagram, donc je te dis, j'ai rien vu venir. Et du coup, en fait, début 2021, je m'aperçois que j'ai des éditeurs qui viennent me voir spontanément. Il y en a 3 qui viennent me voir avec le même projet, me dire que je suis un mec formidable et que ils voudraient que j'écrive un livre sur à quel point je suis un mec formidable.
Alors, je leur explique gentiment ou pas que c'est pas du tout mon projet, que j'ai vraiment dû être très mauvais dans ma communication si ces personnes-là pensent que je vais écrire un livre sur moi pour dire à quel point je suis un mec génial, qui fait juste sa part de papa. Et un peu plus, ça j'entends dans la com, mais voilà. Et que, ma foi, si jamais ils veulent si leurs recherches ce sont des papas qui s'auto-congratulent tous les jours sur les réseaux, je pense qu'il y en a plein, et que il suffit d'aller en chercher d'autres. Et puis, une maison d'édition, donc les éditions First, qui revient à la charge, juste avant l'été 2021, on est au mois de mai-juin. Et je les envoie un peu bouler parce que j'avais déjà eu quelqu'un au téléphone, donc ça faisait partie des 3 maisons d'édition. Et vraiment, elles insistent, et elles ont eu raison de le faire, en me disant non mais écoutez, on a un autre projet, vraiment, laissez-nous juste une chance pour une réunion. Donc on fait une réunion et elles me disent voilà, on veut que vous parliez au papa. On veut vous faire écrire un livre qui va parler au papa avec vos mots, voilà, un guide. Et je leur dis, écoutez, un guide, pourquoi pas, mais moi j'en ai un peu ras le cul des guides de parents de paternité, où le papa est souvent ridicule, où on est tourné en dérision, c'est de l'humour, où il n'y a pas de vrai sujet de fond, où on parle pas au père non plus des comportements proximaux. Enfin voilà, on est souvent présenté comme les assistants de la chef que serait la mère. Enfin voilà, on a vraiment une place très très secondaire. Et elles me disent, bah c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Ok. Et donc elles me laissent un petit peu carte blanche avec bien sûr un petit peu d'exigence dans la structure, puisque en plus moi j'avais jamais écrit de livre, donc heureusement qu'elles l'ont fait. Et voilà, donc on part là-dessus, et on part aussi sur un principe, c'est que et je remercie les éditions First d'avoir fait cet effort-là, c'est qu'on voulait quelque chose vraiment qui soit pas cher. Moi ça a été vraiment quand on a parlé du papier, du prix, de la mise en page et tout. Au départ, le prix était plus cher. Alors je crois pas que contractuellement j'ai le droit de le dire, donc je dirais pas le prix précis. Sinon je le ferai sans problème, mais le prix était plus cher et on a vraiment voulu diminuer. Là, il est vendu à 12,50 €, ce qui est, me semble-t-il, très accessible. Pour un bouquin, ouais. Tu vois, et avec le contenu qu'il y a dedans, enfin voilà, il y a de l'expertise, il y a plein de choses. C'est peut-être pour ça qu'il se vend bien aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit accessible. Ça, c'était vraiment le truc. Tu vois, comme je te parlais juste avant des papas, des CSP et tout. Moi, ce que je voulais, c'était que il soit accessible à toutes les populations. Ça, c'était vraiment quelque chose hyper important pour moi, et sur lequel l'éditeur m'a suivi à 100%, et je les en remercie pour ça. On était dans ce même état d'esprit. Et donc, écoute, j'ai signé le contrat, on est fin juillet ou début août, je crois, 2021. Je pars en vacances et je commence à le rédiger. J'écris d'abord 10 000 signes. Parce qu'on parle en signes, tu sais, dans l'écriture. J'écris d'abord 10 000 signes pour voir si le ton, ça va, si moi je me sens et tout. Donc, on y va. On se dit OK, on signe le contrat. Et donc, je reprends mon truc. On est fin août, dernière semaine d'août, et j'écris. Je rends le truc le 12 octobre. Voilà. Donc, écrit en un mois et demi. Ouais. Voilà, écrit en un mois et demi. Bon, ça a été un mois et demi hyper intense. Je le referai pas comme ça. Je le referai pas comme ça. Là, pour tout te dire, tu vois, je suis sur un autre projet d'écriture, j'ai 6 mois de retard, parce que je refuse de m'infliger ce que je me suis infligé. Voilà. Après, c'était un beau projet, c'était un beau bébé. Je suis vraiment content. J'ai travaillé avec des personnes formidables. Il est illustré par Blachette, dont j'admire le travail. Voilà, j'ai vraiment été super bien accompagné, et je pense que c'est un chouette livre. J'ai pas de fausse modestie du tout là-dessus. Je pense que c'est vraiment un chouette livre qui est accessible, qui contient plein d'informations essentielles, et qui s'adresse au papa comme on l'avait jamais fait avant. Et ça, je pense que c'est important. Effectivement, je pense que c'est important. Et par curiosité, avant tout ça, pour toi et avant d'être papa, la paternité, ça représentait quoi pour toi? Un défi, un gros challenge. Ouais. Pour tout te dire, quand j'ai passé ma soutenance de master en 2018, ma fille était pas encore née, elle allait naître 2-3 mois après. On était au mois de mai 2018, elle est née en juillet, donc 2 mois après. Et j'ai conclu ma soutenance en expliquant que j'allais être papa, et que ça allait être pour moi le plus grand défi de management de ma vie, parce que c'est vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs, si tu veux, là-dedans. Je suis pas en train de dire que je manage ma fille, ça dépend de la vision qu'on a du management, mais si tu veux, dans la vision que je défendais en fait dans ma soutenance et dans mon mémoire de master, pour moi justement le management c'est accompagner, permettre aux personnes de développer leur potentiel sans forcément les diriger dans la direction que nous on veut. Ça veut dire potentiellement des fois aussi accompagner des gens à développer leur potentiel dans une autre boîte. C'est ça aussi, je pense. Être un bon manager, c'est être capable de dire à quelqu'un, écoute,
ce que tu fais là, la boîte peut pas te permettre de l'explorer à fond. Peut-être qu'il y a un projet à mener, que ce soit avec un fonds GESIF, avec peut-être dans une autre branche, peut-être avec une filiale, voilà, peut-être. Je pense que c'est ça le truc. Et donc du coup, si tu veux, c'était vraiment dans cet état d'esprit-là, de me dire, je vais découvrir une personne incroyable qui a ses talents, ses potentiels, et on va voir si je vais être capable d'accompagner ça. Et donc voilà comment est-ce que moi je vivais la paternité à ce moment-là, avec bien sûr des grands défis puisque voilà, moi j'ai connu une enfance où il y avait quand même pas mal de violence. Et voilà, grâce à une thérapie que j'ai connue pendant de mes 30 à 32 ans, j'ai pu résoudre énormément de choses. Et si j'ai un conseil à donner aux personnes qui vont devenir papa ou parents tout court, faites une thérapie avant. Je pense que c'est un plus incroyable pour vivre ce genre de choses vraiment avec tout l'intérêt et toutes les ressources que ça demande, quoi. Vraiment. Il y a un point qui m'a marqué dans ton livre où tu mets être parent, c'est un projet de vie et d'y réfléchir en avant. Oui, être parent, c'est un projet de vie, et je vois en effet beaucoup de parents qui se retrouvent un petit peu démunis face à ça, parce que dans le livre, je parle du projet parental, c'est-à-dire vraiment se dire, avant même la conception, si on veut, se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut faire ? Pourquoi est-ce qu'on veut être parent déjà ? Donc questionner ce désir d'enfant. Qu'est-ce qui fait qu'on va être parent avec cette personne-là ? Comment est-ce qu'on voit la personnalité avec cette personne-là ? Ça, je pense que c'est important de se poser ces questions-là. On voit beaucoup de gens qui, notamment de couples, qui se séparent. Il y a une explosion des séparations des couples dans les 12 premiers mois de vie à l'arrivée d'un enfant. C'est pas pour rien, c'est parce que il y a des choses. Aujourd'hui, on voit sociologiquement parlant, c'est des choses qui ont été étudiées. On voit que la répartition des tâches, qui était déjà inégalitaire, mais acceptable dans les couples hétérosexuels avant l'arrivée d'un bébé, par exemple, explose à l'arrivée d'un bébé. Donc ça, c'est important. C'est aussi pour ça qu'il faut de la présence paternelle dans les couples hétérosexuels, qui seront la base. Je vais pas le préciser à chaque fois, mais qui seront la base de mon propos. Dans le couple hétérosexuel, c'est aussi pour ça qu'il faut de la présence paternelle tout de suite, pour que le père puisse aussi comprendre. Parce que, encore une fois, tu vois, comme je disais au début, c'est bien mignon de dire au père, faites ceci, faites cela, mais quand on n'a pas la compétence ou qu'on ne comprend pas l'intérêt de faire ceci ou de faire cela, on a moins tendance à le faire. Ça, c'est un petit peu l'ABC du management. Et donc, je pense que le projet parental, c'est important. Parler des sujets de façon très claire et très directe, comme l'allaitement, par exemple. L'allaitement, est-ce que la mère veut allaiter au sein ou pas ? Est-ce que ça pose problème au père ou pas ? Sur quel niveau ça pose problème ou pas ? Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord ? Et si ça se passe mal, et si ça se passe bien, et comment on fait ? Qu'est-ce que ça implique ? Voilà, je pense que c'est important que les pères sachent tout ça et en parlent avant, parce que en fait, le fait d'en parler, le fait de mettre un pied dans le projet, c'est aussi une façon de se responsabiliser sur le projet, et de pas subir. Bien entendu qu'il y a des sujets que la mère va traiter de son côté, parce que justement, moi je suis pas un égalitariste. Je le dis très clairement, je suis pas un égalitariste. Je suis pas pour qu'on soit à 50-50 sur tous les sujets. Enfin, de mon expérience en entreprise, dans la vie personnelle, en asso et dans le sport, ça n'a aucun sens. Une équipe qui fonctionne, c'est une équipe où on va développer les talents et les potentiels de tous et toutes, mais avec, je pense que dans la parentalité, il y a quand même un truc, c'est il faut quand même que chacun et chacune des personnes qui sont en charge du sujet puissent être en autonomie. Tu vois, c'est-à-dire que on va pas forcément demander. Je vais donner un exemple très concret. Moi personnellement, tu vois, j'ai mis du temps à savoir comment bien laver les couches lavables de ma fille, sachant qu'il y avait tout un process. Je m'en suis aperçu un peu tard. Je m'en suis aperçu un peu tard, mais ça posait pas de problème à ce moment-là. Par contre, quand je m'en suis aperçu, j'ai voulu savoir comment faire, parce que si demain ma compagne est plus là pour X ou Y raison, je veux être en autonomie avec mon bébé. Et de la même manière, si tu veux. Sur d'autres sujets, comme par exemple le bain. Donc ma compagne savait donner le bain à ma fille, mais c'est vrai qu'il y avait plein de petits trucs, tu vois, comme c'était moi qui le faisais le plus souvent. Il y a plein de petits trucs que moi je savais, tu vois, genre vraiment à quel moment est-ce qu'elle aimait dans la température idéale, comment est-ce qu'on faisait le bain libre, donc comment est-ce qu'elle aimait jouer avec l'eau, qu'est-ce qui la rassurait, machin, etc. Et ce qui fait que mes bains étaient peut-être plus fluides que ceux donnés par ma compagne. Donc on peut être expert, si tu veux, d'un sujet de son enfant, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il est important que tout le monde ait un socle commun. Voilà, si je devais utiliser un terme de formation plus précis.
Donc ça pour dire que je suis pas égalitariste non plus, mais je pense qu'en effet, parler de ces projets, ça permet de poser les choses et ça permet aussi de les anticiper. Tu vois, nous il y a un truc là, on attend bébé 2. Ah. Voilà, on attend bébé 2 et il y a un truc qu'on n'a pas fait alors qu'on savait qu'on voulait faire du portage. Il y a un truc qu'on n'a pas fait pour bébé 1, c'est-à-dire que on a appris à porter en suivant des tutos YouTube, en galérant à mort à faire des nœuds. Enfin voilà, pour moi, j'ai trouvé ça très complexe alors qu'en fait ça l'est pas spécialement. C'est juste la méthode d'approche qui a été compliquée. Et là, si tu veux, pour bébé 2, on prévoit, par exemple, de faire un atelier de portage à la maison avec nous. Donc, c'est-à-dire une personne va venir nous montrer comment faire des nœuds d'écharpe de portage et tout, avec nous, mais aussi avec les grands-parents. C'est-à-dire que toutes les personnes qui seront en contact de bébé pourront savoir comment porter. Après, chaque personne prendra un moyen de portage ou pas, fait bien ce que les gens font bien ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, la technique, la compétence sera transmise. Et ça, je pense que c'est des choses, tu vois, par exemple, je le savais pas avant ça. Pareil avec l'expérience. Et ça, j'en parle un peu dans le livre du coup sur l'allaitement. Moi maintenant, quand un couple d'amis qui va être papa et maman parle d'allaitement au sein, un des trucs que je leur offre, c'est une consultation préalable avec une consultante en lactation IBCLC avant l'arrivée de bébé. Comme ça, on peut tout poser par terre. On peut tout poser, voir ce qu'il en est, voir les attentes de chacune, voir les croyances aussi de chacune. J'ai un ami qui me disait que comme sa compagne avait pas des gros seins, elle pourrait pas allaiter. Donc je pense que, oui, mais c'est bien, mais c'est bien d'en parler, tu vois. Non, bien sûr. Le truc très positif, c'est que il m'en a parlé. Je lui dis, écoute, mec, j'ai quelque chose à te proposer. Le jour où tu voudras être papa, faudra qu'on en parle. Le jour où le projet est lancé, j'ai des gens à te présenter. Donc voilà. Et je pense qu'en effet, tu vois, ça sert à ça justement le projet parental, être capable de se dire, ok, j'y vais, et en plus surtout on s'implique. C'est un vrai projet de vie, quoi. T'as l'air un grand curieux. Est-ce que t'as l'impression des fois d'expérimenter des choses pour les autres, tu vois, d'être un peu. Non seulement j'expérimente des choses pour les autres, mais les autres expérimentent des choses pour moi. Et c'est tout l'intérêt du podcast. C'est de venir chercher les expériences de vie des autres. Et je trouve que, tu vois, quand tu fais, ce que j'ai appris avec le podcast, c'est que tu en tant que podcasteur, tu engranges une quantité d'expériences de vie. Et quand tu fais bien ton taf d'interview, tu peux vraiment comprendre le cheminement, etc. Et t'engranges une quantité d'expériences de vie qui est juste phénoménale, si tu veux. Et c'est ça qui permet aussi de prendre le recul, je pense. C'est ça qui permet d'aller ailleurs, là où les gens ne vont pas. Tu vois, je reviens sur cette histoire de CSP. Quand tu regardes certains contenus qui sont disponibles, en effet, quand les gens ne font que réfléchir entre eux dans leur cercle de privilèges, de revenus, etc., ils te pondent une image de la parentalité qui est très différente de ce que toi tu peux connaître, par exemple. Et de la même manière, sur les sujets éducatifs, en France, on réfléchit sur beaucoup de sujets avec des raisonnements qui sont franco-français, alors que dès que tu sors de France, tu te vois à quel point c'est obsolète. Regarde, en France, je te donne un exemple très très simple. En France, on est encore en train de te raconter que le complexe d'Oedipe est quelque chose de valable. Alors, pour les gens qui connaissent pas, le complexe d'Oedipe, c'est un truc de psychanalyste, tiré de la psychanalyse de notre ami Freud. La psychanalyse ne se limite pas à Freud, mais il en est le papa. Et qui dit qu'en gros, à un moment donné, l'enfant, en tout cas, pour l'exemple du petit garçon, par exemple, c'est qu'il va vouloir coucher avec sa mère. Il y a vraiment un aspect sexuel et tuer son père. Quoi. Voilà, bon, c'est quelque chose qui a largement été démonté, mais en France, on continue, tu vois, on continue de ça. Et j'ai interviewé une personne qui s'appelle Tina Payne-Brisson, qui est une personne exceptionnelle et qui est aux États-Unis. Donc, tu vois, dans cette volonté d'amener l'international en France. Et c'est marrant parce que on fait l'épisode et en off, elle me dit, écoutez, Cédric, j'ai lu quelque chose quand même dans les journaux. Parce que tu vois, on est tellement ridicule qu'il y a des journaux le Times quand même a fait un article dessus, hein, et le New Yorker aussi, pour expliquer, qui me disent, est-ce que c'est vrai que le complexe d'Oedipe c'est encore quelque chose dont on parle aux parents? Ah ben oui, bien sûr. Et je lui ai confirmé. Je lui ai dit, écoute, c'est même porté par des médias de parentalité qui sont très connus en France. Et donc on a des vrais sujets compliqués. Et ces gens-là ne réfléchissent qu'entre eux. Et donc je trouve que ça c'est important, c'est avoir cette volonté de curiosité, surtout des gens dont la vie est très éloignée de moi. Tu vois, j'ai enregistré un épisode récemment là qui est juste en brut, qui est même pas parti au montage encore, avec des jeunes parents qui ont 21 et 24 ans. Voilà, la maman, ils sont dans une précarité
que je n'ai jamais connues en tout cas, avec des problématiques psy que je n'ai jamais connues. On se parle d'anorexie, de boulimie, de grandes violences, etc. Et je trouve intéressant aussi de partager leur histoire, tu vois. Parce que les success stories, tu vois, en France, on est beaucoup dans les success stories, tu vois. On adore les success stories. On n'aime pas les échecs. Ouais. Voilà, on n'aime pas les échecs. Mais justement, c'est comment on fait quand on est dans ces situations-là pour s'en sortir. Comment on fait quand on est là-dedans pour s'en sortir. C'est un petit peu aussi l'histoire de cet épisode avec Brigitte Auriol, qui a ouvert la saison 5 et qui est formidable. Où justement, on va questionner comment on fait quand on est parent et qu'on veut pas être violent, mais qu'on a cette violence en nous. Tu vois, comment on fait? C'est ça qu'il faut aller chercher, je pense. Et pour ça, il faut sortir de certaines visions de la parentalité qu'on peut nous vendre. Et j'ai bien dit nous vendre. Ouais, comment on se blinde face au jugement? Parce que tu t'en parles pas mal dans le livre. J'entends de ce que tu nous partages aussi tout à l'heure. Te détacher des injonctions, en tout cas de l'éducation qu'on a reçue pour. Tu sais, à titre personnel, j'ai bossé 11 ans chez McDo, dont 10 ans la nuit, en 24/24. Alors, je faisais pas que des nuits, mais beaucoup la nuit. Je vais pas te mentir. Moi, je suis blindé depuis cette époque-là. En plus, en même temps, j'étais arbitre de handball de haut niveau. Et ça m'a vraiment blindé aussi parce que si tu veux, les réseaux sociaux, on peut dire que c'est violent, mais moi, j'ai déjà vécu des salles. J'ai sifflé à Bercy des finales d'interligue ou d'interpol avec 3000 personnes. Et je me rappelle vraiment, notamment de ce match où t'as 3000 personnes dans la salle. Tu siffles au dernier moment un jet de 7 mètres, c'est l'équivalent d'un penalty et handball. Et t'as raison. Mais tout le public, enfin la majorité du public t'insulte. Et t'as raison, tu vois. Et même si tu t'es trompé, ça arrive, tu vois. Et même si tu t'es trompé, ça arrive. Bon, c'est fâcheux quand même sur une finale d'Interligue de faire ça à la dernière seconde, mais ça arrive. Mais là en plus t'as raison. Donc si tu veux, voilà, j'ai ce recul-là. Moi je suis arrivé, si tu veux, sur la réseau avec ce recul-là, et de la même manière. Pareil, mon expérience en entreprise fait que je me rappelle très bien de cette phrase d'une personne que j'ai connue dans mon parcours professionnel qui me disait: il est plus dur d'être juste que bon. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en effet, parfois, on est amené à prendre des décisions qui sont pas populaires, mais pour de bonnes raisons, et pour des raisons justes, alors que vouloir faire plaisir à tout le monde, vouloir que tout le monde nous aime, mais c'est pas notre job. Et en fait, sur les réseaux, si tu veux, c'est un petit peu ça. Par contre, là où je pense que sur les réseaux, il faut parfois mettre un petit peu d'eau dans son vin, c'est qu'à partir du moment où on a une posture de ce qu'on appelle de figure d'autorité, parce que audience, parce que voilà, je pense que quand quelqu'un nous dit je trouve cette façon de parler culpabilisante, par exemple, c'est souvent quelque chose qui peut revenir, je pense que on peut aussi avoir l'humilité de reconnaître, écoute, je suis désolé, je voulais pas. J'ai fait de mon mieux pour que ça le soit pas, et voilà. Et je sais aussi que parfois, sur certains sujets, dans mes épisodes, en introduction, je dis, écoutez, on va faire de notre mieux pour pas être culpabilisant, mais on va dire des choses qui doivent être dites. Voilà. Tu vois, sur des sujets très sensibles comme les écrans ou même l'allaitement, tu vois. Enfin, à un moment, dire que l'allaitement c'est la meilleure alimentation qui existe, l'allaitement au sein pour un bébé, ça peut être culpabilisant, ça n'en demeure pas moins vrai. Ça veut pas dire qu'une personne qui pour X ou Y raison n'a pas fait ce choix est une mauvaise mère ou un mauvais père. Tu vois. C'est pas ce que ça veut dire. Par contre, je sais pas comment éviter la culpabilité. Tu vois. Et est-ce que on doit arrêter de dire des choses qui sont vraies pour éviter de froisser les gens? Ça, je pense que c'est un écueil social plus global, tu vois, dans lequel on tombe. Et non, par contre, on doit accepter en effet que des gens fassent des choix. Et puis il y a autre chose aussi. J'ai un épisode là qui va sortir la semaine prochaine par rapport au moment où on enregistre sur l'harcèlement scolaire avec le docteur Philippe Haïm et qui dit quelque chose d'hyper intéressant et qui dit finalement la confiance en soi, c'est accepter que les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent de nous et d'en avoir rien à foutre. Ça me parle. Tu vois. Et non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que tu vois, moi j'ai des gens des fois qui viennent sous des postes me dire des trucs qui ont, enfin, tu vois bien qu'ils sont heurtés, mais avec une interprétation à 1000 degrés et à un moment en fait. Enfin voilà, ok, vous l'avez perçu comme ça, ok, vous le ressentez comme ça, c'est ok, tout va bien. Vous avez le droit et vous avez le droit de l'exprimer. En tout cas, moi, je vous laisse le droit de l'exprimer sur ma page. Il y en a qui le font pas. Voilà, j'aime la contradiction quand elle est constructive et respectueuse. Mais voilà, je veux dire, c'est et donc je pense que ça, tu vois, l'épisode sur le harcèlement, c'est un truc qui m'a, encore une fois, tu vois, dans l'expérience de podcast, c'est un truc qui m'a vraiment fait évoluer aussi dans mon rapport aux réseaux sociaux, tu vois. À me dire, ok, très bien, bah oui, j'avais bien compris qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup, il y a des gens qui me détestent. C'est le jeu, quoi. Tout à l'heure, tu nous parlais d'autonomie.
j'entends que c'est une thématique qui est importante pour toi. Elle l'est aussi pour moi. Et tu mets quelque chose qui m'a marqué dans le livre. Tu mets l'autonomie vient de l'attachement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, tu sais, quand on élève nos enfants depuis plusieurs siècles maintenant même, certaines grandes théoriciens et théoriciennes de l'éducation ont dit qu'il fallait être dur. Tu as même encore quelqu'un qui s'appelle Didier Pleu aujourd'hui ou Karen Engelmann, alors pas dans le même registre, mais qui explique qu'il faut apprendre la frustration aux enfants. Il faut vraiment frustrer les enfants. Voilà. Donc moi, j'ai toujours posé la même question à ces personnes-là. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc, je l'ai posé sur différents réseaux sociaux, dans certains médias. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quel monde ces personnes vivent, où les enfants ne rencontrent aucune frustration. C'est-à-dire que moi, ma fille, si tu veux, rien n'est à sa hauteur quasiment. À part les trucs qu'on a préparés pour elle, quand elle sort à la maison des choses, quand elle sort dans la rue, elle n'est pas prévue dans l'espace public. La parentalité n'est pas prévue dans l'espace public. La frustration est partout. Elle est trop petite pour voir plein de choses. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que la frustration est présente. Et donc j'ai du mal à comprendre le concept de vouloir en rajouter juste comme ça. Sauf qu'on vient nous expliquer que c'est comme ça qu'on va permettre justement aux gens d'accepter toutes les frustrations qu'il y aura dans leur vie. Et donc, on a voulu nous apprendre que l'autonomie viendrait du fait de savoir faire face à cette frustration, à savoir prendre sur soi. Et en fait, le vrai message, c'est quoi? C'est ferme ta gueule, refoule tes émotions, oublie tes droits et file droit, quoi. Sauf qu'en fait, qu'est-ce que nous dit la théorie de l'attachement? Donc, la théorie de l'attachement, elle a été théorisée par John Bowlby à partir de 1958. Elle a été vérifiée, revérifiée, que ce soit pas sur des mères, des pères, des non-parents. Enfin voilà, c'est une théorie qui est très 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 vérifiée. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et ça va te paraître tellement logique quand je vais le dire en fait, parce que ça va venir chercher quelque chose chez toi aussi, tu vois, comme c'est venu chercher chez moi et chez un peu tout le monde. C'est qu'en fait, l'autonomie vient de l'attachement, c'est-à-dire que l'autonomie vient du fait que on a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir partir à explorer le vaste monde, pour pouvoir oser et tenter des choses. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par ce qu'on appelle le cercle de l'attachement, qui a été lui théorisé en 2002. Qu'on retrouve dans le livre. Voilà, qu'on retrouve dans le livre exactement, brillamment dessiné par Blachette. Et qui montre quoi? Qui montre qu'en fait le rôle du parent, c'est d'être alors, c'est d'être d'abord un port d'attache, si tu veux, ou alors il y en a qui disent porte-avions, ce que tu veux. C'est vrai que porte-avions, ça peut bien parler, puisqu'en effet, on voit bien que sans le porte-avions, les avions, ils peuvent pas atterrir, et qu'ils ont besoin de ce porte-avions pour partir en mission, et explorer le vaste monde, être encouragé à le faire, et qui rencontre un problème ou que la mission soit une réussite, revenir sur ce refuge, sur ce porte-avions. Voilà, donc on a vraiment ça, on a cette base de sécurité qui va servir de refuge. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça que crée l'autonomie, parce que c'est comme ça qu'on développe l'estime et la confiance de soi. Et ça, si tu veux, c'est un truc qui à moi que j'ai testé aussi dans mon management, quoi. Que j'ai vraiment testé. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'au moment où je commençais à me renseigner sur la parentalité, à ce même moment, dans ma formation de master, on me parle de la théorie de l'attachement et du fait que les collaborateurs et les collaboratrices ont besoin qu'on les encourage, ont besoin que même quand ils se plantent, on soit une base de sécurité, ont besoin qu'on reconnaisse leurs compétences, quoi qu'il arrive. En fait, c'est vraiment ce même cercle. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu te rends compte à quel point on s'est foiré. Et c'est là où on se trompe vraiment encore beaucoup. Qui n'a pas entendu ou qui n'entendra pas quand tu fais du portage ou quand tu prends bébé dans les bras. Mais attends, mais si jamais tu l'as dans les bras, jamais il va se mettre à marcher, jamais il va se mettre à ceci. Si, l'enfant le fera. L'enfant le fera parce que c'est sa nature d'explorer le monde. Nous sommes des explorateurs et des exploratrices. Donc l'enfant le fera, c'est dans sa nature. Le truc, c'est qu'il n'est pas obligé de le faire en se sentant comme une merde. Il le fera d'autant plus qu'il le fera dans un environnement où il se sentira en sécurité. Voilà, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui est résumé par André Stern dans la phrase « Je t'aime parce que tu es comme tu es », qui est vraiment une phrase importante. Et voilà, donc l'autonomie vient de l'attachement. C'est ça le truc. Et du coup, est-ce que tu parlais de thérapie tout à l'heure, tu conseillais d'aller faire une thérapie avant d'être papa. Est-ce que du coup, ça vaut le coup? En tout cas, tu conseilles d'aller visiter ces blessures d'attachement. Oui, mais complètement. Je pense que c'est vraiment un sujet à aller creuser. Alors, déjà, je pense qu'il faut dire quelque chose de très clair. Hein, c'est que ce qu'on appelle l'attachement sécure, qui est ce qu'on vise,
Les stats aujourd'hui montrent qu'il y a à peu près la moitié de la population qui l'a déjà, donc on n'est pas non plus des grands handicapés dans tous les sens émotionnels, avec tout le respect que j'ai pour les personnes atteintes d'un handicap, hein, bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on réagit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on a un attachement insécure, qu'on a grandi avec ça, qu'on a développé nous un attachement insécure, que on va forcément être développer un attachement insécure chez notre enfant. Et même si nous on a un attachement insécure, ça veut juste dire qu'on doit comprendre nos modes de réaction. C'est en gros ce qui nous active ou ce qui nous active pas. En gros, ce qui va nous mettre en alerte ou pas. Et c'est intéressant de le savoir parce qu'en fait, mieux se connaître soi, c'est aussi mieux comprendre nos réactions face à nos enfants qui, dans tous les cas, vont nous challenger émotionnellement. C'est des miroirs. C'est des miroirs surtout. C'est des miroirs. Et puis il y a plein de choses qui peuvent, ça peut activer plein de choses auxquelles toi t'as oublié en fait. Tu vois, moi j'ai plein de parents. On en parle avec Brigitte Auriol aussi, mais j'ai plein de parents avec qui je discute et des clients bien sûr que je peux suivre dans mon activité d'accompagnement qui m'expliquent je comprends pas, moi j'étais tout cool avec mon enfant et là 3-4 ans quand il se met à hurler, j'ai juste envie de lui en mettre une quoi. Et qu'en fait quand tu vas creuser c'est parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'en effet le parent lui aussi a connu des violences par exemple. Alors je suis pas en train de dire que faut pas généraliser ce que je dis. Je suis en train de parler de cas spécifiques et individuels, mais qui peuvent se répercuter à différents moments de la vie. Et en fait, si tu veux, ce sont des choses, ce que, encore une fois, Brigitte Auriol explique très bien, et qui est tiré des travaux d'Alice Miller, qui est une femme passionnante, et dont j'encourage ton auditoire à lire les livres, c'est que, justement, on va avoir ces traumatismes qu'on a oubliés, parce que c'était comme ça qu'on pouvait survivre, en fait. La plupart des violences qu'ont commis nos parents, avec toute la bienveillance qu'ils pensaient avoir, hein. Attention, on n'est pas là pour juger nos parents. L'immense majorité de nos parents ont fait de leur mieux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Avec ce qu'ils avaient comme bagage, comme culture, etc. Toujours est-il que il y a des traumatismes qui sont là et qu'il vaut mieux les reconnaître. Et certains, en fait, on les a oubliés, on les a tranquillement mis sous le tapis, tout simplement parce que c'est un mode de sauvegarde, c'est un mode de survie qui s'enclenche chez nous. Exactement. C'est un mode de protection, parce que vivre avec le fait de savoir que les personnes qui doivent juste prendre soin de toi et assurer ta survie sont violents avec toi, ça peut être très difficile. Donc on a tous plus ou moins à différents niveaux ce mode de sauvegarde, sauf qu'en fait, quand t'es face à des situations qui se répètent, qui viennent avec ton propre enfant, du coup, face à toi, et qui viennent réveiller cet enfant que t'as à l'intérieur de toi, ben non, cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi je prenais des coups à ce moment-là. Donc lui aussi doit prendre des coups, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, je schématise énormément ce que je suis en train de dire. Attention, tu vas dans voilà, je vais dans l'excès, je simplifie beaucoup de choses, mais le process, il est là. Et c'est ça qui est important. Et moi, c'est grâce à la thérapie. C'est grâce à la thérapie que j'ai pu, notamment quand ma fille avait dans ses premiers mois où c'était un peu dur, où j'ai pu écouter cette voix que j'avais à l'intérieur de moi qui me disait, j'avais de la jalousie en fait envers ma fille. Tu vois, le petit enfant à l'intérieur de moi. Grâce à cette thérapie que j'ai fait, et je précise que la thérapie, le but n'est pas d'arrêter de ressentir les choses, mais de savoir quoi faire avec. Grâce à cette thérapie que j'ai connue, j'ai pu accepter ça. Me dire, ok, là je ressens de la jalousie. Qu'est-ce que ça veut me dire? J'ai fait une petite visualisation très rapide. Quand tu maîtrises l'exercice, ça va très vite. Et voilà, et j'ai pu entendre cet enfant qui disait, moi je comprends pas pourquoi tu lui fais des câlins quand elle pleure, alors que moi on me laissait soit pleurer, soit je prenais des coups. Je comprends pas. Tu vois. Et j'ai pu simplement accueillir ça avec moi-même et dire, ok, c'est là. D'accord, c'est là, mais ça veut pas dire qu'on va reproduire. Tu vois. Et c'est en allant embrasser ça, en acceptant ça et en reconnaissant surtout ça. Être capable de dire à cet enfant, mais c'est pas normal ce que t'as vécu, mon petit Cédric. C'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Et moi, je vais m'assurer que toi, tu le vives plus et que ta fille non plus connaîtra pas ça. Est-ce qu'on va faire ça ensemble? Ouais, ok, on y va, quoi. Tu vois. Et c'est comme ça que petit à petit, cette voix, elle s'en va. Tu vois. Et selon les défis de la vie, des moments, il y en a d'autres qui arrivent, voilà. Bien entendu aussi que, tu vois, il y a ce fameux, attention, tu vas tomber. Tu vois. Attention, tu vas tomber. Qu'est-ce que t'en sais que ton gamin il va tomber? Tu le dis pourquoi? Tu le dis parce que t'as peur, et que tu le dis parce que t'as peur et que toi en plus quand t'étais petit, il y a des chances que à ce moment-là on disait attention, attention, tu vas tomber et donc tu reproduis le truc tout simplement. Ça me fait penser, j'adore. Je trouve ça toujours étonnant quand un gamin tombe, qui se relève, il pleure pas, il est juste tombé et puis d'un coup
le parent panique totalement et c'est là à ce moment-là que l'enfant commence à pleurer. C'est ça. Alors après, il y a plein de schémas possibles. Oui, il y a plein de schémas possibles derrière ce type de situation. Mais c'est ça aussi, tu vois, dont il faut prendre conscience. Et à l'inverse, tu vois, on parle de la violence, mais il y a d'autres types de violences qui sont plus subtiles, comme la surprotection. Ça peut être très violent pour un enfant, la surprotection. Empêcher un enfant d'explorer, justement, installer des peurs qui sont absolument pas là. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes à explorer, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que justement être conscient de ça, mais c'est surtout, je pense, le côté émotionnel. Tu vois, parce que je sais pas comment toi t'as grandi, hein, mais moi, grandi en tant que mec lambda dans un milieu populaire dans les années 80-90, comme dirait Hermione Granger, j'avais la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Hein. Avant ma thérapie, j'ai pas pleuré pendant 22 ans de ma vie. Tu vois. Alors forcément, quand tu ouvres les vannes, ça fait un peu bizarre. Mais après, tu te rends compte que ça va, quoi. Que c'est, oui, c'est un grand défi de ce côté-là, d'autoriser les hommes à vivre leurs émotions et à les exprimer. Et comment on autorise ou on invite les pères à prendre leur place sans les culpabiliser, sans les materner, ni les congratuler. Tu parlais notamment dans ton livre de. C'est une question un peu touchy, mais. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut inviter les pères à prendre leur place ? Je pense que ça va dépendre de chaque père. Tu vois, je pense qu'il faut pas. C'est difficile de faire des grandes généralités parce que déjà, je pense que si on veut inviter les pères à prendre leur place, il faut qu'ils connaissent leurs droits justement pour prendre ces places-là. Il y a des choses qui dépendent des pères. On a parlé du projet parental, on a parlé du fait de prendre son congé paternité, on a parlé du fait de mettre les mains dans le cambouis, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, par exemple, le personnel hospitalier, quand les accouchements se passent à la maternité, parle au père. Tu vois. Alors que souvent, on va plutôt s'adresser à la mère en première intention. Ouais, tu parlais de numéro d'urgence dans le livre où genre ça va être la mère qu'on va appeler en premier. Exactement. En fait, tu vas avoir ce côté parent principal, la maman, et parent secondaire, tu vois, le papa. Et de là naît un grand privilège, hein, c'est le privilège du choix, c'est-à-dire que le père, lui, il a souvent le choix. Pour moi, c'est le premier privilège des pères. D'ailleurs, on a le choix de reconnaître l'enfant ou pas, soit dit en passant. Et ensuite, on a le choix de s'en occuper ou pas. Parce que si on s'en occupe pas, de toute façon, il y a toujours la mère qui traîne, qui prendra le relais, tu vois. Donc, il y a ça, mais surtout, il y a aussi comment on fait avec les pères. Mais en effet, il faut qu'ils s'impliquent. Et pour qu'ils s'impliquent, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de choses à travailler. Il y a un niveau, je pense, prioritairement social et politique. C'est-à-dire autoriser les pères à avoir un vrai congé paternité, qui soit bien plus grand que ce mois pour l'instant qu'on a, un vrai congé paternité, qui, pour citer Violaine Dutrot, qui a écrit un livre formidable sur le sujet qui s'appelle Maternité, Paternité, Parité, qui recommande un congé équivalent en durée à celui de la mère, correctement rémunéré, 8 semaines consécutives obligatoires et 2 semaines consécutives obligatoires à la reprise du travail de la mère. Justement aussi, tu vois, on parlait d'autonomie. Là, sans parler de cercle d'attachement, il pourrait être en autonomie, pour être seul avec l'enfant. Ce qui va permettre au père de se sentir en confiance et aussi à la mère d'être obligée de lâcher prise. Parce que ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais ça vient. Donc, il faut déjà qu'on ait ça. Il faut une reconnaissance de la place du père. Je pense aussi que ça passe par des séances de préparation à la parentalité pour le père, qui soit prise en charge par la société, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les femmes, elles ont 7 séances de préparation à l'accouchement, à la parentalité, qui sont prises en charge. Et c'est très bien. Mais les pères n'ont rien. Et tout à coup, on va leur dire, sois père. Donc, tu vois, socialement, il y a ce sujet-là. Et ensuite, après, va arriver le niveau individuel, où là, ça dépend de plein de choses, ça dépend des exemples que tu as connus, etc., etc. Et où en effet, il faut voir les blocages qu'il peut y avoir, il faut voir les craintes qu'on peut avoir, il faut voir les montées en compétences dont on a besoin ou pas. Moi, si tu veux, je connais des pères qui avaient déjà changé des couches avant d'être papa. Moi, j'avais jamais changé de couche avant d'être papa. Il m'a fallu attendre 35 ans pour changer une couche. Tu vois, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça où ça va vraiment dépendre des parcours individuels et où en effet, je pense qu'il faut encourager les pères à prendre leur place. Et alors pour les faire apprendre à prendre leur place, ben ça passe. Je sais, ça encore une fois, je pense pas qu'on puisse faire de grandes vérités parce que tu vas voir le père qui va par exemple s'occuper de préparer tous les repas parce que maman est en train d'allaiter, qu'elle vient d'accoucher, etc. Et qui trouve ça tout à fait normal. Et puis t'as le père qui trouve qu'il fait un effort supplémentaire, qu'il est en train d'aider la maman. Tu vois, donc ça va dépendre du vécu de chacun. Et à peu près dans tous les cas, ces pères, on va leur dire qu'ils sont géniaux, qu'ils sont incroyables, que ce sont des héros. Alors est-ce qu'il faut arrêter de congratuler les pères ? Je sais pas.
Mais en tout cas, si on doit continuer de congratuler les pères, j'ai envie de dire congratulons les mères aussi, parce qu'elles, on le fait pas. Donc, où on considère que les tâches parentales sont normales, qu'on soit un homme, une femme, un père ou une mère, ou on se dit que c'est incroyable pour tout le monde, et on se met à féliciter les mères autant qu'on félicite les pères. Ouais. Bon, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se questionne. Ensuite, je pense que pour inciter un père à prendre sa part, il faut avant tout le faire réfléchir. Le faire réfléchir sur c'est quoi être un père pour lui. Parce que, et là je veux revenir aussi, je vais amener une réflexion, c'est que, si tu veux, j'entends beaucoup de choses qui disent aujourd'hui les pères s'investissent plus, aujourd'hui les pères s'investissent vraiment, etc. Non, aujourd'hui les codes ont changé. Avant, être un père investi, c'était aller travailler à l'extérieur du foyer, ramener de la thune, s'occuper de payer les factures et s'occuper de la discipline dans la maison. Tu vois, je sais pas si on peut dire que les pères des années 70, 80, 90 étaient pas des pères investis, c'est juste que le code social a changé. L'investissement était haut. Tu vois. Et je trouve que c'est un peu dur comme jugement de dire à ces pères qui ont fait de leur mieux avec le code social qui était le leur, vous n'étiez pas investis. Et pour avoir fait l'expérience avec des pères de ces générations-là, quand on a ce propos-là envers eux, ils vont te dire mais va te faire foutre. Et ils ont bien raison. Ouais. Tu vois. Oui, ils ont fait avec leur code. Aujourd'hui, les codes ont changé. Et comme ces codes changent, les codes de la société aussi doivent changer. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Et puis de toute façon, j'imagine qu'il y a autant de paternité que de masculinité. Exactement. Et eh bien, alors, on pourrait aller explorer le sujet de la masculinité, bien entendu. D'ailleurs, la masculinité s'exprime souvent dans la paternité. La puissance paternelle c'est d'ailleurs, tu vois, le sujet de la BD que je suis en train de galérer à finir. C'est sur l'histoire de la paternité. C'est pour ça que ce livre, on a voulu l'appeler un guide de développement paternel. Parce que l'idée, c'est pas d'expliquer aux gens quelle est la paternité, mais de permettre à chaque père d'ouvrir des portes de réflexion. Ça, il y a aussi des audios dedans qui sont disponibles à la fin de chaque grande partie, à ouvrir des chemins de réflexion pour trouver sa paternité. Voilà, assumer. Je peux être un papa qui a peur de changer les couches. Je peux être un papa, mais qui adore donner le bain, qui adore faire à manger, qui adore faire le ménage pendant que ma compagne allaite, etc. Enfin, voilà, on n'a pas à être parfait partout, on n'a pas à cocher toutes les cases, mais on doit se regarder avec honnêteté et dire, OK, qu'est-ce que je veux? C'est quoi pour moi être père? C'est quoi pour moi être père? Quel père je veux être? Et quels moyens je mets en œuvre pour y arriver? Et aussi avec la réalité de dire, il y a certaines choses où je n'y arriverai pas. Et tout va bien. Tu vois, tout va bien. C'est de la vulnérabilité. Ouais, c'est aussi une vulnérabilité. On n'est pas là pour être des champions ni des héros. Donc là, tu parlais de construction de masculinité, on est en plein dedans. On est plein dedans, ouais, d'être le super papa. Et même pour aller plus loin, on n'est pas forcément là pour trouver des solutions. Ouais, ce qui est très masculin. Ce qui est complètement dans la construction des masculinités. Si je me trompe pas, tu le dis dans ton livre, ta compagne, elle voulait pas un garçon. Ouais. Alors, est-ce que t'as des témoignages? Est-ce que t'as des témoignages comme ça ou justement à cause des codes de masculinité qu'on a reçus, de ces injonctions, est-ce qu'il y a des parents qui témoignent comme ça qu'ils veulent pas de garçons aujourd'hui? Bien sûr, bien évidemment, il y a des parents qui en témoignent et fort heureusement. Et en effet, alors ma compagne en effet ne souhaitait pas. Elle préfère une fille. Voilà, préfère une fille. Mais il se trouve que a priori le deuxième ce sera un garçon et elle aimera. Tout autant qu'elle aime sa fille, il y a pas de problème là-dessus, mais elle a de vraies craintes en fait. C'est pas c'est pas qu'elle aimera plus ou moins, c'est pas qu'elle préfère ou pas, c'est que il y a quelque chose où qu'elle se sente maîtrisée et d'autres non. Et en même temps, si tu veux, avec sa fille, elle s'est aperçue qu'il y avait des choses qu'elle pensait maîtriser, et en fait pas du tout, parce que elle aussi, elle est le produit d'un système patriarcal, et qu'elle s'est aperçue qu'elle reproduisait des codes sur lesquels moi j'ai dit non, ça c'est pas possible en fait. Notamment le fait, si tu veux, de pas trop prendre de risques, de pas tenter des choses motrices risquées entre guillemets. Tu vois, pas, et dans la même chose, je dis, est-ce que tu dirais ça à un garçon? Et elle s'est questionnée là-dessus, tu vois. Donc elle s'est aperçue que même en voulant préférer une fille, c'est parce qu'en fait, ça lui permet d'embrasser des codes qu'elle a vécu, donc qu'elle connaît. Et le grand challenge vis-à-vis de ça, et qui pose question à plein de parents de petits garçons, c'est OK, comment je fais pour éduquer un garçon qui ne soit pas dans la domination, dans la masculinité hégémonique, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ce sont des vraies questions, surtout quand l'environnement n'aide pas. Surtout, encore une fois, quand l'environnement n'aide pas. Quand tu vois que dans les cours d'école, les terrains de foot, quand il y en a, prennent 70% de la place, et que on va encourager plus les garçons à y jouer,
ça veut dire qu'on apprend très tôt aux tout petits garçons, dès la maternelle, pour certains, que l'espace public, en tout cas l'espace partagé, leur appartient dans la grande majorité, et que les autres doivent se plier à leur volonté d'utilisation de cet espace, tu vois. T'as plein de gens super qui ont écrit là-dessus. Je pense à Éduquer sans préjugés de Amandine Anchevitch et à Emmanuel Spinelli, aussi fille garçon en éducation de Élise Rigoulet et Pilène Tika, et bien entendu Tu seras un homme féministe mon fils, d'Aurélia Blanc, que je vais relire, je pense d'ailleurs, tu vois, avant l'arrivée de mon garçon. Et si tu veux, ce sont des vrais challenges, parce que on se dit, je sais pas dans quoi il va évoluer. Moi, je suis très serein là-dessus, justement aussi grâce à la thérapie, parce que j'ai embrassé cette partie de moi où j'ai eu des comportements qui sont, selon moi maintenant aujourd'hui, pas acceptables vis-à-vis des femmes, vis-à-vis du sexisme, enfin voilà, j'ai participé, et peut-être que je participe encore des fois à ce système, moins, c'est sûr, ça c'est une certitude, et parfois par des choses plus subtiles auxquelles je ne pense pas encore. Mais justement, je sais dans quel piège on peut ne pas tomber. Tu vois. Et j'ai ce vécu-là. D'être conscient de ça, de réfléchir à tout ça, et d'essayer de chercher des chemins, tout en sachant que on n'élève pas nos enfants tout seuls. La société les élève avec nous, et de plus en plus. Tu vois. Donc ça, c'est important de s'en rappeler aussi. Est-ce que l'éducation non genrée, c'est une des problématiques les plus compliquées à aborder aujourd'hui dans une parentalité, dans une paternité? Je pense que ça dépend quelles sont nos attentes d'éducation non genrée. Comme je viens de le dire, on n'éduque pas nos enfants tout seuls, donc à un moment, faut accepter ça aussi. Faut accepter que quand les enfants arrivent à l'école, ils ont leur propre sociabilité, ils ont leur propre vie. Et je pense que, tu vois, par exemple, nous, on a vraiment travaillé sur un sujet d'éducation non genrée, mais là aussi, on a été confrontés. Nous, on a fait l'instruction en famille pendant 2 ans avec notre fille, avec la participation des grands-mères. On a été confrontés à ça, avec notamment des codes sociaux qui étaient transmis soit par d'autres enfants, soit par d'autres familles, soit par les grands-mères, et qui sont pas dans nos standards, si tu veux. Donc il faut accepter ça. Et le sujet, je pense que le grand défi de l'éducation non genrée, parce que moi, tu vois, ma fille, on travaille sur les chevaleresses, on travaille sur enfin, elle a vu des trucs de princes qui portent des robes et tout. Il n'empêche qu'elle adore le rose, les licornes et les paillettes. Voilà. Donc, elle est dans cette phase-là, et je l'empêcherai certainement pas d'avoir cette phase-là. L'éducation non genrée, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un d'aimer le rose, une fille d'aimer le rose et les paillettes. C'est juste qu'elle comprenne que si elle a envie d'aimer le bleu et les camions, elle peut aussi. Et ça, je pense que le job là-dessus, il est fait. Et je pense que c'est ça notre job, en fait. C'est de comprendre que notre but d'éducateur, d'éducatrice, d'accompagnant, d'accompagnante sur ces posture d'éducation non genrée, c'est pas tant de dire à nos enfants soit comme ci ou soit comme ça, ou tu peux être ci ou tu peux être ça, c'est juste de leur donner les moyens cognitifs, intellectuels de remettre, d'avoir cette capacité de questionner, de remettre en question tout ce que leur environnement leur dit, y compris nous, du coup. Oui. Et ça, c'est important, parce que tu vois, mais oui, non, mais je vais te dire, bien sûr. Où ça pêche aussi, c'est que je pense à un couple que j'ai accompagné. Alors, un couple d'amis, que j'ai accompagné là-dessus, parce que voilà, l'enfant grandit, et puis l'enfant, tout à coup, il a 6-7 ans, et alors qu'il aidait à faire les tâches ménagères, il le fait plus, quoi. Il le fait plus. Et la mère m'a dit, oui, tu comprends, moi, éducation non genrée, je suis féministe et tout, nanani, nanana, ok, très bien, elle me déballe tout, pas de problème. Et j'ai simplement posé une question, je dis, ok, il fait quoi le daron? Ah, le daron, quand il a fini de manger, il va plutôt, tu sais, il travaille toute la journée, donc il va plutôt aller jouer sur son PC, parce que voilà, c'est son temps pour décompresser, et c'est très bien qu'il le prenne. Mais c'est là où tu vois aussi toute la puissance du mimétisme dans l'éducation. Pourquoi est-ce que ton enfant, encore plus un garçon qui a ce modèle de masculinité, irait à l'encontre de ce que sa figure d'attachement principale dans son modèle de genre lui transmet? C'est-à-dire, moi je débarrasse pas, c'est pas un truc d'homme, quoi. Tu vois, et c'est tout bête. Et le daron, il s'est mis à débarrasser. Donc, il a perdu 2 minutes de temps de jeu, tu vois. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. Il a perdu 2 minutes de temps de jeu. Et voilà. Et tout à coup, l'enfant s'est remis à débarrasser. Tu vois, et c'est ça, en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation non genrée, ça vient aussi nous chercher sur nous.
sur nos rapports à ça. C'est moi, il est important que ma compagne, que ma fille, pardon, me voit étendre le linge, lancer les machines, faire la vaisselle, cuisiner. De toute façon, j'ai pas le choix puisque en instruction famille, c'est moi qui m'en occupais majoritairement. Mais comme je disais à ma compagne, il est aussi important qu'elle voit sa mère tondre la pelouse, utiliser un marteau, visser des trucs, bricoler, quoi. Tu vois? Si on veut vraiment aller jusqu'au bout du truc, ça, encore une fois, ça veut pas dire qu'on doit être sortir de nos domaines d'expertise, parce que nous sommes aussi deux produits du genre et de la société genrée, et bien entendu que j'ai plus de compétences qu'elle en bricolage sur plein de sujets, mais que sa fille doit voir que s'il y a besoin, sa mère est capable de, tu vois. Et donc du coup, cette porte n'est pas fermée. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, il n'y a pas de sujet égalitariste, extrémiste ou quoi. C'est juste ouvrir le chemin des possibles, quoi. Et autoriser nos enfants à le faire, y compris quand ça vient nous chercher nous, quoi. Par curiosité, c'est quoi la dernière claque ou la dernière prise de conscience en tant que père que t'as eu? Ah, j'en ai pas. La dernière. Marquante. Non, mais elle remonte à loin parce que parce qu'en fait, je suis pas. Quoique si. La dernière, la plus récente, c'est quand ma fille a commencé à lire, donc elle avait 4 ans. Comme je te disais, on a fait instruction famille, donc on est très axé sur les apprentissages autonomes et spontanés de l'enfant. Et c'est là où je me suis aperçu de la puissance quand même du modèle social, c'est que on l'a jamais forcé à lire ou à explorer les lettres, tu vois, par exemple, c'est vraiment venu d'elle. J'ai clairement la foi. Je pense qu'on peut parler de foi à ce niveau-là sur les capacités de l'enfant à apprendre tout seul quand il en a besoin ou quand ça l'enthousiasme. J'ai aucun problème là-dessus. Je recommande bien sûr André Stern là-dessus, John Holt aussi et Peter Gray. Il y a plein de ressources du coup dans ce podcast. Et si tu veux, mais j'ai quand même eu ce petit pincement de la voir lire toute seule en autonomie pour la première fois. Donc elle avait 4 ans et 2-3 mois. Parce que c'était la lecture, tu vois. Et parce que socialement, la lecture, c'est important. Et que je me suis dit, si tu veux, comme on était encore en instruction en famille, on savait pas qu'on allait se la scolariser, parce que maintenant, elle est scolarisée cette année. Je me suis dit, cette case, elle est cochée, tu vois. Tu vois. Et voilà, ça, c'est la dernière claque que j'ai pris de me dire, waouh, tu vois, t'as beau savoir la théorie, tu vois, t'as beau t'émerveiller sur plein de sujets, mais tu vois bien que socialement, toi aussi, il y a des choses qui viennent te chercher, quoi. Donc ça a été la dernière vraie claque, ouais. Merci. J'avais envie juste d'aborder un dernier thème avant de terminer. Tu as une formation qui s'appelle Comment accompagner les paternités. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est une formation qui est proposée avec les bébés des Capucines, LBDC Formation. Cette formation, elle vise à 2 choses. C'est sur 2 jours, elle est en ligne. Et elle vise 2 choses. La première journée, on va travailler la posture d'accompagnement parce que je me suis aperçu que donc moi, bon, j'ai 20 ans d'expérience, un master sur le sujet, et je me suis aperçu que il y a beaucoup de gens qui accompagnent, mais qui connaissent pas grand-chose à la posture d'accompagnement. C'est vraiment mon premier point. Et à chaque formation, ça vient confirmer la nécessité de faire cette première journée sur la posture d'accompagnement, parce que je vois plein de gens qui pensent que l'accompagnement, c'est amener les gens là où ils pensent qu'ils doivent aller. Et c'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas là pour amener les gens là où on pense que c'est mieux pour eux. On est là pour amener les gens là où ils veulent aller. Et sans les forcer. Donc ça me paraît important. Et la deuxième journée, en effet, elle est orientée donc sur vraiment la spécificité des paternités, avec toute une histoire de la paternité, de la puissance paternelle, du contexte historique, social et culturel qui nous entoure depuis des millénaires, tout en prenant un peu de recul sur le fait que finalement 5000 ans d'histoire dans l'histoire de notre espèce, c'est rien. C'est très petit, je le dis dans le livre d'ailleurs. Si notre espèce était apparue il y a 24 heures, on est sédentaire depuis 24 minutes. Donc observer notre histoire en déterminant ce qui est la nature de l'homme ou de la femme, en tout cas de l'espèce, en regardant juste les 24 dernières minutes de notre journée, ça me semble un petit peu idiot. Mais bon, il y a plein de gens qui le font. Là, c'était un peu jugement, tu vois, ce que je viens de dire. C'est pas grave, ça m'arrive, tu vois. Non, mais garde-le, ça m'arrive. Non, mais ça m'arrive, voilà, ça m'arrive. Ça m'agace, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais tomber le filtre. Toujours est-il que voilà, on a ça, et ensuite, on va parler de, OK, quels sont les freins aussi maintenant actuels. Donc, on va parler du congé paternité.
de comment impliquer les papas. Mais ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans mon livre avec les astuces du carnet de santé, du choix du mode de garde, etc. Mais aussi comprendre les enjeux qui peuvent se jouer. Il y a très récemment, il y a une étude qui est sortie, elle est sortie au mois d'août, et les autrices en ont fait un article dans Le Monde la semaine dernière, qui explique que, alors, je vais cadrer mon propos. Rien, ce que je veux dire n'empêche pas les inégalités hommes-femmes face à la parentalité notamment et les inégalités de salaire. Toujours est-il que le 1% d'hommes, de pères qui font le choix de diminuer leur temps d'activité professionnelle pour s'occuper de leur famille, que ce soit avec des enfants ou pour des personnes en situation de dépendance, des personnes âgées, des parents ou autres, sont doublement sanctionnés par rapport aux femmes. Alors attention, encore une fois, je reprécise le propos. Globalement, bien entendu que c'est une inégalité homme-femme. L'idée de cette observation-là, c'est surtout de dire que, encore une fois, avant de dire à des pères, à des hommes, il suffit de prendre ton congé paternité, il suffit de passer en 4/5e ou en 3/5e, etc., il y a des enjeux qui sont d'une violence inouïe pour ces personnes-là. Il y a des enjeux qui sont très élevés. Et qu'encore une fois, je pense que, au lieu de regarder les hommes comme et les pères comme des personnes qui sont forcément des branleurs et qui en foutent pas une, peut-être que ça vaudrait le coup de les écouter et de connaître leurs peurs, leurs craintes, soit parce que ce sont des croyances limitantes qui n'existent pas et qu'il faut aller les lever, soit parce qu'en fait il y a des vraies peurs, des vraies craintes, qu'il y a quelque chose de tangible au niveau professionnel notamment, et qu'il faut peut-être les accompagner dans des démarches légales sur le sujet pour faire valoir leurs droits. Voilà, je pense que, et si tu veux, c'est un petit peu cette approche-là qui est de dire, voilà, l'idée, c'est ça, et aussi de faire naître dans cette posture d'accompagnement une réalité qu'on ne s'autorise pas souvent, c'est que les pères, mais comme tous les groupes sociaux, ont besoin d'espaces de parole sûrs, et ont besoin de dire les choses. C'est-à-dire que, ce que j'expliquais notamment dans la formation, c'est que si demain, il y a un daron qui est accompagné par une personne, et que ce daron, il osait pas parler, que tout à coup il se permet de dire librement, mais moi je comprends pas pourquoi elle me fait chier ma meuf à me vouloir faire à me vouloir faire la vaisselle alors que je rentre du boulot, que je suis crevé, alors qu'elle est restée à la maison à glander avec bébé toute la journée. S'il fait ça veut dire qu'on a fait le job d'accompagnement. Parce que ça veut dire qu'il se sent assez en sécurité pour parler librement. Et qu'une fois qu'il a fait ça, on peut aller travailler sur le sujet. On peut expliquer le pourquoi du comment. On peut voir quels sont ses freins, quelles sont ses peurs, etc. Et que là, on a fait le job. Et je vois trop de gens, justement, dans la posture d'accompagnement, qui se contentent de dire au père, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais si on comprend pas comment le père qu'on a en face de nous, et je dis pas les pères dans leur grande généralité, mais le père qu'on a en face de nous fonctionne, et si on ne l'autorise pas à s'exprimer librement, on va juste créer un exécutant, et c'est pas ce qu'on veut. Ça vibre, ça va autoriser, permettre, ça me connecte forcément au cercle d'hommes Bien sûr. Et à des cercles de papas, des cercles de futurs papas, des cercles de papas. C'est des espaces que je pense qui peuvent aider dans ce sens-là. Bien sûr, et en plus, à la décharge des pères, encore une fois, quand je dis ça, je n'exclus absolument pas le fait social que les femmes et les mères ont la majorité de la charge domestique et familiale et que c'est inadmissible dans la société. J'ai pas de débat là-dessus. Mais juste, rappelons-nous encore une fois que là, on va revenir sur cette période de 5000 ans. Pendant 5000 ans, le patriarcat s'est construit, le patriarcat s'est consolidé, le patriarcat est devenu un système extrêmement puissant, en se basant notamment sur la puissance paternelle, qui est quelque chose qui date depuis la création de nos civilisations. Et tout est en train de bouger en moins d'un siècle. Très très vite. Il y a des choses qui se sont passées dans les siècles précédents, mais là, tout bouge très très vite en moins d'un siècle. Et je dis pas qu'il faut excuser les pères qui font pas le job. Je dis juste qu'à un moment, quand ils disent qu'ils comprennent pas, quand ils disent que c'est dur pour eux, quand ils disent qu'ils y arrivent pas, si on les laisse pas avoir le droit de le dire et comprendre pourquoi et les aider, et ensuite pour les aider à avancer, je pense qu'on fait fausse route. Je crois qu'on va terminer avec ces mots. Eh bien, écoute, Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est ok? Non, c'est bon. À part, continuons à avancer tous et tout ensemble. Je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver, quoi. Ensemble, oui. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi pour cette heure passée. Je te souhaite une belle continuation. On rappelle que tu es l'auteur du podcast Papatriarcat et du livre Tu vas être papa.
disponible dans toutes les bonnes librairies. Et écoute, je te souhaite une bonne continuation à tous tes projets. Je surveillerai ta BD avec plaisir. J'espère que tu vas pas trop galérer à la terminer. Je vais la finir déjà. Bon courage. Merci. Et puis au plaisir. Au plaisir. Salut Loïc. Salut Cédric. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.